Bonjour à toi et bienvenue sur Les Planeuses Podcast, le podcast des French Wedding Planners. Je m'appelle Marie-Michel et je suis formatrice chez Les Planeuses. Mon but avec ce blog et ce podcast est de te donner tout plein d'astuces et de conseils pour te faire connaître et faire grandir ton business de wedding planner et tout ça bien sûr dans la joie et la bonne humeur. Alors, prête pour l'épisode du jour ? Salut à toi wedding planner et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Planeuses. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode numéro 6 et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va surtout t'intéresser si tu es wedding planner débutante. On va parler des 7 erreurs à ne pas commettre quand tu veux te lancer dans une carrière de wedding planner. Alors j'ai dit que ça s'adressait surtout aux débutantes, ce qui est le cas, puisque je pense que si tu es déjà lancée depuis un petit moment, tu as soit commis ces erreurs et rectifié le tir par la suite, soit tu es passé à côté et c'est super. Mais si tu es déjà wedding planner, peut-être aussi que ça pourra t'intéresser d'écouter ce que j'ai à dire, et puis peut-être aussi que tu auras des choses à rajouter, et dans ce cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour nous faire part de ton avis. Alors, on va pas tergiverser plus longtemps et on va attaquer tout de suite avec l'erreur numéro 1 que j'ai nommée attendre le bon moment, alors le avec majuscule, pour te lancer. Parce que souvent on dit oui, voilà, on attend souvent dans la vie pour se lancer dans des projets, on se dit oui mais je vais attendre qu'il y ait telle condition favorable, ou je vais attendre que ça aille mieux financièrement, ou je vais attendre ci, ou attendre ça, ou je suis pas encore tout à fait prête, enfin voilà. Alors oui, si tu n'es pas tout à fait prête, ça c'est autre chose, mais ce que je voulais dire c'est que parfois il faut savoir faire un petit travail, prendre un peu de recul sur soi et déterminer si la raison pour laquelle on repousse son projet est réellement fondée ou si c'est uniquement, entre guillemets, la peur du changement qui nous pousse à repousser. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, il aime pas sortir de ta zone de confort. Il aime bien, c'est un peu un feignant, et il aime bien rester là où t'as pied. Et effectivement, te lancer dans une nouvelle carrière, ça peut être très effrayant, et il va avoir tendance à te dire « Ouais, mais là, c'est peut-être pas le bon moment, et puis t'es pas encore assez expérimenté, ou t'as pas encore fait suffisamment de recherches, ou... bref, tu peux trouver toutes sortes de raisons pour ne pas te lancer. En général, tu te dis que c'est parce que tu attends un moment plus propice pour que ça fonctionne mieux, mais laisse-moi te dire que le moment idéal, ça n'existe pas. Si tu attends trop longtemps le moment idéal, il y aura toujours quelque chose pour t'empêcher de te lancer, et c'est comme ça qu'on finit par ne jamais rien faire. Donc, voilà. Quel que soit le moment, il y aura toujours une circonstance, soit personnelle, soit financière, soit... là, on est en plein confinement pour coronavirus, donc on pourrait se dire que c'est pas du tout le moment de se lancer. Mais de toute façon, commencer un business de wedding planner, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a beaucoup d'étapes à débuter auparavant. Et si c'est ton souhait de devenir wedding planner, même si on est en confinement, et même si les perspectives ne paraissent pas très reluisantes, je t'encourage quand même à démarrer ton projet dès maintenant, parce que plus tu vas commencer tôt et plus tu vas pouvoir avancer sur ton projet pour être prête le moment venu. Donc voilà, mon premier conseil c'était de ne pas attendre qu'il y ait un bon moment, parce que le bon moment ça n'arrive pas souvent dans la vie, et si tu attends trop longtemps, tu risques de te décourager, voire de ne jamais te lancer. Ensuite, la deuxième erreur que font certaines wedding planners débutantes, et là, je pense que tu vas me voir venir de très loin, puisque j'en ai déjà pas mal parlé, que ce soit sur Instagram ou sur mon blog, mais la deuxième erreur que font certaines, c'est de ne pas se former au métier de wedding planner. Le fait est que je rencontre encore beaucoup de futurs wedding planners ou d'aspirantes wedding planners qui aimeraient bien exercer ce métier, mais qui soit hésitent à suivre une formation, alors pour toutes sortes de raisons, ou carrément se disent qu'elles peuvent s'en passer, et que vu que ce n'est pas un métier réglementé, elles peuvent tout à fait se lancer comme ça, entre guillemets, juste en ayant organisé déjà le mariage d'une cousine ou d'une tante, et sans prendre le temps de se former.
Alors, c'est vraiment quelque chose que je ne te recommande pas de faire. Le métier de wedding planner, c'est quelque chose de sérieux, même si l'État n'est pas encore venu mettre son nez et que ce n'est pas encore un métier réglementé, c'est tout de même quelque chose de sérieux. On est là pour prendre en charge le plus beau jour de la vie d'un couple qui va faire confiance et qui va payer, donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et je rencontre même souvent, des fois, quand on me demande si on est obligé de se former, je dis parce que moi je suis pas là pour obliger les gens, mais ça m'est même déjà arrivé de dire bon, si t'as une formation en événementiel pro, pourquoi pas. Et encore, j'ai déjà discuté avec des wedding planners qui à la base ont une formation et ont même eu une carrière en événementiel pro, et elles qui ont déjà, on va dire, de l'expérience en organisation d'événements, me disent non, le mariage c'est quand même quelque chose de particulier, ça mérite aussi qu'on se forme là-dessus. Et donc en gros, même celles qui s'y connaissent déjà en événements font des formations pour se spécialiser dans le métier du mariage. Donc si toi en plus tu viens d'un métier qui est totalement étranger à ce milieu, je t'encourage 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois à faire une formation. Pour moi, c'est primordial. Non seulement parce que tu vas apprendre comment on organise un mariage, ce n'est pas, on fait pas ça à la va comme je te pousse, il y a des méthodes. Et puis, non seulement ça, mais en plus, le fait de faire une formation, ça va pouvoir t'aider à répondre déjà te donner un premier exemple de réponse sur les questions que tu peux être en train de te poser. Je rencontre beaucoup de wedding planners qui se demandent comment elles vont pouvoir facturer, comment on fait un rendez-vous client, comment on fait... Enfin, il y a plein de questions qui sont abordées dans les différentes formations qui existent. Et déjà, le fait de faire une formation, ça élimine un certain nombre d'erreurs que tu peux faire, un certain nombre de doutes. Et donc, encore une fois, si tu envisages sérieusement de te lancer dans une carrière de wedding planner, ça passe avant tout par le fait de faire une formation. Ce qui nous amène à l'erreur numéro 3. c'est un peu lié. L'erreur numéro 3 que j'appelle lésiner sur les moyens. Alors je vais expliquer tout de suite ce que j'entends par là. Ça rejoint un peu le côté de la formation parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de futurs wedding planners qui hésitent à faire une formation parce qu'elles voient le prix que ça coûte une formation, et je comprends bien entendu que tout le monde ne puisse pas prétendre à une prise en charge et que parfois il faut sortir les sous de sa poche. Je tiens à préciser que c'est ce que j'ai fait moi, mais c'est tout de même important de mettre les moyens là où c'est important du coup. il faut savoir quels sont les postes où il faut pas lésiner sur les moyens, comme je disais. Il y a des postes où ça coûte un certain prix, oui, mais c'est le prix à payer pour démarrer son entreprise sur des bases saines. Et il y a d'autres postes sur lesquels tu peux te permettre de mettre un peu moins de moyens pour le moment et que tu vas pouvoir améliorer par la suite. Et à mon sens, la formation fait partie de ces points-là. Mais j'avais un autre exemple à te donner. Parce que bien sûr, moi je suis pas là pour te dire de dépenser de l'argent par les fenêtres. Il y a forcément des choses que tu vas pouvoir faire toi-même sans pour autant tabler sur le top du top dès le début. Donc je parle par exemple de ton logo. Certains font appel à une graphiste pour créer dès le début un logo, une identité visuelle, quelque chose de propre et de professionnel. Mais on sait bien qu'il existe des sites comme par exemple Etsy sur lesquels tu peux acheter un logo avec lequel tu vas démarrer, que tu vas customiser. Tu vas démarrer avec ça et au fur et à mesure que ton entreprise va grandir, tu pourras moderniser ça et faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, d'un peu plus pro. À mon sens, ce n'est pas rédhibitoire de démarrer avec un logo qu'on a acheté et qu'on a modifié. Mais par exemple, exemple concret, donc je disais, le choix de la plateforme sur laquelle tu vas créer ton site internet. Parce que je comprends bien, encore une fois, que tout le monde n'a pas les moyens, dès le début, d'investir plusieurs centaines d'euros, voire un millier d'euros, dans un web designer qui va faire un site internet, etc. Et forcément, au bout d'un moment, tu vas penser à « et si je faisais mon site moi-même ?» Sauf que là, tu vas commencer à tomber sur le web, à regarder un petit peu tout ce qui existe. Et je rencontre encore des wedding planners qui font le choix de choisir la plateforme la moins chère.
Oui, mais moins cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines fois, la plateforme la moins chère va être une plateforme sur laquelle tu ne vas pas pouvoir bien personnaliser ton site, tu ne vas pas pouvoir bien construire ce site, donc au niveau ergonomie, au niveau du visiteur, ça va être un peu catastrophique, au niveau du design, ça va être pas moderne et du coup, ça va faire fuir les gens qui vont arriver sur ton site. Et puis des fois, le site il va être tellement mal codé que tu vas pas pouvoir optimiser le référencement naturel de ce site-là. Et donc du coup, tu ne pourras pas apparaître dans les résultats de Google. Donc, à ton avis, combien de clients potentiels est-ce que tu perds avec un site de mauvaise qualité comme ça, juste parce que tu as choisi la plateforme la moins chère? Donc ok, t'as payé ton site internet le moins cher possible, mais au final, c'est un site internet qui te sert à rien parce qu'il ramène pas de clients. Et c'est là que je voulais dire qu'il fallait pas lésiner sur les moyens, parce qu'il y a quand même certaines dépenses qui sont quand même importantes. Je te dis pas de mettre 3000 € dans ton site internet, bien entendu, mais il faut que tu réfléchisses vraiment à tes choix et aux conséquences. Donc avant de choisir une plateforme internet ou quoi que ce soit d'autre, réfléchis vraiment à là où tu veux aller et surtout aux conséquences de ce choix. Parce que ça peut être quand même, dans le cas du site internet par exemple, ça peut être quand même assez problématique. Erreur numéro 4. Négliger l'aspect business, l'aspect entrepreneurial. Parce que, et ça encore, j'en ai déjà parlé sur le site, mais j'en remets une petite couche. Il y a une erreur classique que font bien des wedding planners qui débutent, et franchement, je vais pas te cacher, c'est une erreur que j'ai commise moi-même au début. Quand j'ai débuté, pour moi, devenir wedding planner, devenir organisatrice de mariage, c'était purement et simplement organiser des mariages, et ça s'arrêtait là. Donc j'ai pas du tout pensé j'ai pensé aux choses, on va dire, primordiales. Je savais qu'il fallait que je crée une entreprise, donc je suis allée directement vers le statut de micro-entrepreneur qui me convient parfaitement, mais je n'ai pas une seule fois envisagé autre chose quand je me suis lancée. J'ai fait un peu des choix, on va dire, pour démarrer rapidement mon activité, mais sans forcément me poser pour savoir quelles étaient les conséquences de ces choix. On revient toujours un petit peu à l'erreur d'avant, mais c'est surtout que j'avais complètement négligé l'aspect businesswoman, l'aspect chef d'entreprise qui allait de pair avec le métier de wedding planner. Je n'avais aucune... dans mon esprit, c'était pas écrit « Tu vas devenir wedding planner, donc ça veut dire que tu vas devoir faire tourner une entreprise ». Exemple tout bête, je ne fixais jamais d'objectif de chiffre d'affaires pour l'année qui venait. C'est-à-dire que j'étais dans une espèce d'expectative, en fait, j'étais dans une espèce de dynamique où on verra bien à la fin de l'année combien j'ai fait. Et du coup, ok, le chiffre d'affaires se maintenait, mais il n'y avait aucune perspective d'évolution parce que moi-même, je ne fixais pas des objectifs qui allaient au-delà de ça. Et je ne me donnais pas les moyens d'atteindre autre chose puisque j'étais vraiment dans une espèce de dynamique assez passive vis-à-vis de mon entreprise. Je me laissais porter et j'étais pas vraiment chef. J'étais pas vraiment celle qui décidait. C'est une aparté que je fais, mais vraiment, voilà. Tout ça pour revenir à mes moutons. Je reprends le plan de mon podcast. Et voilà, sache-le, quand tu vas devenir wedding planner, il y a des choses que tu vas devoir gérer toi-même et qui ne se rapportent pas directement au fait d'organiser des mariages, donc au fait de contacter des clients, de faire des plannings, etc. Il va y avoir des choses que tu vas devoir faire pour faire tourner ton entreprise, la communication, la comptabilité, les choses comme ça. Et aussi, ça touche un petit peu tous les aspects de ton business, puisque ça va de la partie, de la façon dont tu vas établir tes tarifs, au choix de ta forme juridique, à la façon de tenir tes comptes, à l'image que tu vas vouloir donner à ton entreprise, en fonction de la cible de clients que tu vas cibler. Enfin, ça touche à tout. Et forcément, si dès le début, tu ne pars pas dans l'optique que tu es en train de créer une entreprise vraiment comme n'importe quel artisan par exemple ouvrirait une boutique ou n'importe quelle marque qui se lance sur internet, si tu ne pars pas dans cette optique là, tu vas droit dans le mur parce que comme je te dis, moi au début j'étais vraiment dans une dynamique de je me laisse porter, on verra bien où ça va, et c'est pas ça être chef d'entreprise. Donc ne néglige pas l'aspect business, et vraiment si tu te sens perdu dans tout ça, n'hésite pas à aller chercher des conseils auprès de personnes qualifiées qui pourront
t'éviter de faire les mauvais choix. Donc je pense par exemple à un comptable, je pense par exemple, je sais qu'il y a des accompagnements qui se font à la chambre du commerce, des fois, des mini-formations en entrepreneuriat pour t'apprendre voilà, comment tu vas pouvoir gérer ton agence de wedding planner. Bien sûr, il y aura des choses à adapter à ton métier spécifique, mais n'hésite pas à te faire accompagner sur cette partie-là parce que c'est super important. Ensuite, j'en arrive à l'erreur numéro 5. On avance vite aujourd'hui. Je sais pas à quel moment on en est. Ah, on est déjà à 15 minutes quand même. Erreur numéro 5 du wedding planner débutante, c'est de se dire que ok, comme je suis débutante et que j'ai besoin de me faire un peu la main, eh bien je vais organiser 1 ou 2 mariages gratuitement pour me faire de l'expérience. Et alors, cette erreur-là, elle est super connue et je sais qu'il y en a qui se font avoir tout le temps et moi je suis là pour te dire, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que oui, encore une fois, je sais ce que tu te dis que tu n'as jamais fait de mariage par toi-même et que, ok, tu as les compétences pour le faire parce que tu as déjà fait une formation, mais ce serait quand même un bon moyen pour toi de te faire de l'expérience en organisant, je sais pas moi, le mariage de ta sœur, d'une cousine, d'une tante, et tu pourrais aussi obtenir des photos à montrer, tout ça, et tu te dis, bon, bah, vu que j'ai pas d'expérience, en gros, entre grosses guillemets, je ne vaux rien, et donc c'est normal qu'elle n'ait pas à payer. Et je vais te dire exactement pourquoi c'est une très mauvaise idée de penser comme ça, et pourquoi tu ne devrais juste pas travailler gratuitement. La première raison, c'est que même sans expérience, du fait que tu as fait une formation, tu es qualifié. Tu détiens un savoir, tu détiens des compétences, tu détiens une méthodologie que la personne pour qui tu vas travailler n'a pas. Et donc ça a de la valeur. Peu importe le niveau auquel tu es, même si tu n'as pas d'expérience, le fait que tu as appris ce métier fait que tu as plus de compétences que la personne pour qui tu vas travailler. Et donc ça a de la valeur. Et donc ça mérite d'être rémunéré. C'est comme si demain matin, un boulanger qui a juste son CAP, on lui dit bah t'as pas d'expérience donc tu vas bosser gratuitement. Oui mais en fait je sais les faire les pains au chocolat, donc ou le pain tout court. Enfin bon c'est peut-être pas un bon exemple parce que je crois que dans les CAP ils font beaucoup de stages pratiques, mais je pense que tu vois un peu d'où ça vient. Ah, bah tiens, je vais prendre l'exemple du web designer, tiens, que j'avais pris dans un autre épisode, mais qui se prête très bien. C'est pas parce qu'il a jamais fait de site internet pour quelqu'un qu'on va lui faire gratuitement un site internet, alors qu'on sait très bien qu'il a les compétences pour le faire et que la personne qui veut qu'il fasse le site internet gratuitement n'a aucune idée de comment il faudrait le faire. Donc ça mérite d'être payé. La deuxième raison pour laquelle c'est une mauvaise idée de faire ça, c'est que, tout simplement, tout travail mérite salaire. Le mariage que tu vas organiser pour ta sœur, même si c'est ta sœur et que tu l'aimes très 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 fort, ça va te demander du temps, du travail. Et j'ai même envie de dire que ça va te demander beaucoup plus de temps que les prochains mariages sur lesquels tu vas travailler, puisque si tu es sans expérience, il y aura forcément des petites choses que tu vas faire, pas mal faire, mais des choses sur lesquelles tu vas passer plus de temps, alors qu'avec l'expérience, tu prendras moins de temps à faire la même chose. Et donc, en fait, au début, tu vas prendre plus de temps à apprendre certains plis, à appliquer telle méthode. Et donc, non seulement ça va te prendre du temps, mais ça va t'apprendre encore plus de temps que ce que tu vas passer quand tu auras des vrais clients, entre guillemets. Donc, le temps que tu vas passer à organiser ce mariage, mérite d'être rémunéré. En numéro 3, non, l'expérience et les photos ne sont pas une contrepartie suffisante. C'est pas avec ça, et ça m'emmène sur la 4e raison pour laquelle c'est une mauvaise idée. Quand on démarre, chaque sou compte, puisque tu vas avoir besoin peut-être de te créer un site internet, tu vas peut-être avoir besoin d'un logo, tu vas avoir besoin, je sais pas moi, de protéger ton nom à l'INPI, ça coûte quand même 200€, enfin, et tu vas avoir quand même quelques dépenses à faire pour démarrer ton activité. Et chaque sou compte quand c'est comme ça. Et je pense que la personne pour qui tu veux organiser ce mariage gratuitement, donc si c'est quelqu'un de ta famille, elle peut très bien comprendre aussi que toi,
tu as besoin de sous pour démarrer ton activité, et si elle t'aime et qu'elle te soutient, bah, elle peut comprendre aussi qu'elle peut faire un effort et rétribuer ton travail. Parce que, qu'on se le dise, les photos et l'expérience, ça ne suffit pas pour payer ton logo, ton hébergement de site, ton loyer. Tu peux pas payer ton loyer avec l'expérience, mais par contre tu peux le payer avec des sous, donc voilà. Et ensuite, la dernière raison pour laquelle je dis que c'est une très mauvaise idée de se faire payer, enfin de travailler sans se faire payer, c'est que rien ne dit que le mariage que tu vas organiser pour ta sœur, par exemple, sera exactement le même genre de mariage que ce que tu voudras montrer et que ce que tu voudras faire, et que ça correspondra aux clients que tu as envie d'attirer. Puisque c'est un mariage que tu organises pour quelqu'un, donc c'est comme quand tu organises pour des clients, c'est les clients qui décident, et c'est pas toi qui décides de ce qui va être fait en termes de décoration, en termes d'ambiance, en termes de choix de lieu et de choix de prestataire, c'est pas toi qui décides. Et donc, tu peux potentiellement te retrouver avec des visuels que tu ne pourras juste pas exploiter parce que ça ne correspond pas du tout à ton style, et du coup tu n'as pas envie de le montrer parce que tu veux pas attirer cette clientèle-là. Et donc du coup, si tu travailles uniquement pour l'expérience et les photos, mais que les photos sont inexploitables, bon, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Donc c'était les raisons pour lesquelles je te dis de ne pas travailler gratuitement quand tu démarres. Même si tu fais un prix inférieur à ce que tu voudrais facturer à des clients, puisque je comprends aussi que c'est ta famille, enfin pour toutes sortes de raisons, il faut tout de même que tu arrives à te faire payer un minimum, parce que, pour reprendre la raison numéro 2, tout travail mérite salaire. On en arrive à la 6e erreur, qui est l'avant-dernière, qui est du coup tout à fait l'inverse de la précédente, et qui est de ne pas chercher à acquérir d'expérience. Parce que parmi les wedding planners débutantes, il y a celles qui cherchent à tout prix à avoir de l'expérience et qui du coup vont commettre l'erreur numéro 5, quitte à travailler gratuitement. Et puis il y a celles qui pensent qu'elles peuvent s'en passer et qui se sentent entre guillemets suffisamment sûres d'elles pour se lancer comme ça dans le grand bain sans avoir eu une expérience au préalable. Alors, je veux pas critiquer, hein, c'est super si tu as suffisamment confiance en toi et que tu te sens de le faire, mais je te conseille quand même, avant de te lancer dans le grand bain et d'arriver sur un jour J client sans jamais avoir vécu cette situation, pour moi c'est quand même important d'avoir vécu ça au moins une fois. Et voilà, histoire de te... c'est comme quand tu faisais les bacs blancs au lycée, quoi. Ça paraît 3 fois rien, mais le fait d'avoir déjà vu cette situation, d'y avoir déjà été confronté, ça t'aide à affronter le jour J avec beaucoup plus de sérénité et d'être beaucoup plus sûr de toi une fois que tu y seras. Parce que entre ce qu'on pense que ça va être et ce que c'est vraiment, il y a quand même un monde. Et alors, des fois aussi, je comprends que certaines abandonnent parce qu'en fait, elles trouvent pas la façon d'acquérir l'expérience, mais pourtant il y a quand même plusieurs moyens que tu peux utiliser pour acquérir de l'expérience en tant que wedding planner. J'avais fait un article là-dessus il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a quelques temps d'ailleurs. Tu peux par exemple organiser un shooting d'inspiration. D'ailleurs, j'ai un podcast à ce sujet. Un shooting d'inspiration, même si ce n'est pas un vrai mariage, c'est tout de même une expérience en termes d'organisation d'événements, en termes de gestion de prestataires, en termes de gestion de planning, en termes de coordination jour J, et donc c'est vraiment une bonne façon de se faire de l'expérience. Tu peux essayer de trouver un stage chez une de tes consoeurs, trouver quelqu'un qui veuille bien t'accueillir, que ce soit dans ta région ou pas, en fonction de comment ça se passe. Tu peux bien entendu organiser le mariage d'un proche, ça on en a parlé, mais en te faisant payer. Et puis tu peux aussi payer un stage jour J dans une école de wedding planner. Je sais qu'il y a certaines écoles qui proposent un forfait avec uniquement la possibilité d'accompagner une wedding planner sur un mariage, et donc de faire juste un stage jour J, histoire de voir au moins comment ça se passe au moins une fois, et en plus accompagné d'une autre professionnelle qui pourra t'expliquer certaines choses et certains enjeux. Donc vraiment, n'hésite pas à chercher, à t'entraîner avant de plonger dans le grand bain des jours J de mariage. Et enfin, la dernière erreur qui est à ne pas commettre quand on veut se lancer dans le métier de wedding planner, et ça va rejoindre un peu l'erreur numéro 4 qui était de négliger l'aspect business. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas voir sur le long terme. Et je pense que celle-ci aussi, je l'ai commise un peu au début.
c'est que je n'avais pas de vision sur le long terme de mon agence en fait. Comme je te disais tout à l'heure, j'étais vraiment dans l'expectative et non dans la... comment on dit ça dans la projection peut-être. Je tenais pas vraiment les rênes de mon agence. Et pourtant c'est important parce que si dès le début tu te poses pour voir là où tu veux aller, tu arrives à mettre en place des objectifs intermédiaires qui t'emmènent là où tu veux aller, et c'est comme ça que vraiment on fait tourner une agence. Petit exemple pour illustrer mon propos. Imaginons que d'ici 5 ans, tu as envie d'avoir une belle agence avec pignon sur rue, un local pour recevoir tes clients, pourquoi pas une espèce de, comment on appelle ça, de concept store avec une fleuriste, des choses comme ça. Et puis ton agence elle est vraiment super développée, t'as 1 ou 2 employés et comme ça vous avez toute une équipe pour les mariages que vous faites, etc. Imaginons que ça c'est vraiment ton rêve. Alors je dis dans 5 ans mais peut-être dans 10 ans quoi. Imaginons que ça c'est le rêve, c'est là où tu as envie d'arriver dans ta carrière de wedding planner. Si tu te poses pas dès le début pour dire ok c'est là que je veux arriver, tu pourras pas mettre en place les objectifs qui vont aller entre ça, le point où tu es maintenant et le point où tu veux aller. Parce que avoir un local et employer des personnes, ça demande quand même des moyens importants. Tu vas avoir des charges à payer, tu vas avoir... ça multiplie les dépenses, ce qui veut dire qu'il va falloir faire un chiffre d'affaires suffisamment conséquent pour réussir à te payer, à payer tes salariés, à payer les charges qui vont avec, et plus la boutique, etc. etc. Donc ça demande quand même une vision globale de l'argent qu'il va falloir mettre pour atteindre ce projet. Et donc, si tu veux faire un certain chiffre d'affaires qui puisse te permettre un jour d'atteindre ce niveau d'agence avec les dépenses qui vont avec, ça veut dire qu'il faut que tu factures tes services en conséquence pour que ça puisse te ramener le chiffre d'affaires qu'il faut. Mais cela implique donc de viser un certain type de clientèle et donc un certain type de mariage pour pouvoir facturer ce que tu veux facturer pour atteindre ton objectif sur le long terme. Mais sauf que cibler une clientèle haut de gamme, voire luxe, qui te permette un jour d'atteindre cet objectif-là, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. C'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, et plus tu attends et plus tu prends du retard dans ton projet. Alors que si dès le début tu te dis ok je veux atteindre ça, donc pour ça il faut que je fasse ci, ça, ok, et en partant de maintenant, l'objectif numéro 1 ce serait d'atteindre tel palier, et bien voilà comment dans 10 ans, peut-être même avant, tu pourras atteindre l'objectif, le rêve que tu as d'avoir cette fameuse agence avec pignon sur rue et des employés. Mon exemple était peut-être un peu tiré par les cheveux, je le conçois, mais c'était pour illustrer la situation. Donc voilà, et il faut pas hésiter à voir en grand, et il faut pas hésiter à voir sur le long terme, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir petit à petit mettre en place une agence qui tourne et avoir vraiment cette posture de chef d'entreprise qu'il te faut avoir si tu veux que ton agence perdure. Et donc voilà, on a fait le tour de nos 7 erreurs à ne pas commettre quand on démarre en tant que wedding planner. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Bien sûr, je n'ai pas mis dans ce podcast toutes les erreurs que tu pourrais, tous les pièges que tu pourrais rencontrer sur ton chemin en tant que wedding planner débutante. Il faut dire aussi que chacune a sa propre situation et doit faire face à ses propres dilemmes. Il y a peut-être des erreurs que j'ai mentionnées ici, comme je disais au début, que tu n'as même pas commises parce que voilà la situation ne s'est pas présentée et du coup tu n'as pas eu à faire face à ces doutes. Mais voilà, chacune devra faire face à ses propres dilemmes. Mais je me dis que si, grâce à ce podcast, tu peux déjà éviter ces erreurs-là, ce sera déjà mission accomplie pour moi. En tout cas, je te souhaite plein de succès pour ta future agence, puisque c'est ton projet, je suppose, puisque tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Les Planeuses.